Ça va? Et toi? C'est une passion grandissante chez les Français. Asseyez-vous, on va se prendre un petit café. À l'image de Sylviane, quand elle reçoit des voisins pour prendre le café, c'est désormais tout un cérémonial. Il y a ces boîtes de capsules qu'elle manie avec précaution et qui portent des noms poétiques. Rosabella. Vous voulez différentes? Ça, c'est du Linizio Longo. Bah moi, un petit café de Cuba, ça me dit bien. Un petit Moi, café de l'argenté, Cuba. il fait Noël, j'aime bien. Pour offrir un expresso à la maison, comme un Français sur 5, elle est équipée d'une de ces petites machines. Voilà. Le voyage d'essence peut commencer. Moi, j'ai pris celui-là. Alors, il est marqué Cubania, édition limitée. Un mélange audacieux d'arabica et d'un robusta indien. Ah ben c'est marrant, il n'est pas du Cuba celui-là. Voilà. Comme des experts, Drink. ils échangent leurs impressions gustatives. Il est super. Et ben, on l'a pas celui-là, je l'ai jamais goûté. Moi, je trouve trop amer pour moi. Ah oui, à la fin. Oui, à la fin. Pas Avant, quand il a tu un le petit bois, goût c'est dans à le la bois, fin. Ça te laisse une petite amertume. Ouais, c'est ça. Non, je l'aime moins celui-là. Mais ce plaisir a un prix. On ouvre la capsule, il y a une odeur. On sent déjà l'odeur du café. 100 € par mois pour Sylviane. Ce nouvel engouement pour les expressos en capsule a fait flamber le budget qu'on consacre au café. Avant, on achetait du bon vieux café moulu, vendu autour de 12 € le kilo. Le prix du café en capsule revient en moyenne à 70 €. Un marché extraordinaire qu'a créé de toutes pièces il y a 10 ans le géant Nespresso. Derrière, la plupart des marques historiques de café l'ont suivi en se lançant sur les capsules. L'Or Expresso, Carte Noire ou Méo. Les prix varient énormément. Pour une entrée de gamme, vendue par boîte de 10, la capsule démarre à 30 centimes. Mais ça peut être beaucoup plus cher, jusqu'à 1,20 € la dose. Ces tarifs sont-ils justifiés? Nous avons remonté toute la filière, depuis les industriels jusqu'à la source, dans les montagnes de Colombie, pour voir si ces fameuses capsules sont à la hauteur du désir qu'elles suscitent. Une grande marque nous a ouvert ses portes. C'est Méo qui se trouve à Lille. Monsieur Méoxon et Monsieur Ruillant sont à la tête du 3e acteur dans la grande distribution. Pendant des dizaines d'années, ils n'ont fait que du café moulu. Mais il y a un an, ils se sont lancés sur le marché très juteux des capsules, avec une entrée de gamme à 30 centimes d'euros. Alors que mettent-ils dedans? Tous les industriels, Nespresso compris, adoptent les mêmes grands principes de fabrication. C'est le café. Voici, le café. D'abord, ils reçoivent des tonnes de café par camion. Et des belles feuilles. Et le geste est toujours le même. Pour vérifier s'il n'a pas moisi durant le transport, il faut humer le grain. Oh, ils sont bons. Ils sont bons et très bel aspect. Car ces sacs ont vécu une épopée qui peut durer jusqu'à 3 mois. Cargo, camions, ils ont traversé les océans, car le café ne pousse que dans les pays tropicaux où alternent le soleil et la pluie. Ça, c'est un café d'Éthiopie, lavé, un type Sidamo. Donc, c'est une région en Éthiopie. Le Panama. Ah, il y a le Salvador, pardon. Ça, je voudrais bien voir aussi le Salvador. Pour conserver tous ces arômes, la matière première doit arriver à l'état brut. Je suis surpris, c'est vert le café? Je crois que c'était marron, moi. Ah non, c'est vert. D'ailleurs, on appelle ça, la matière première, on appelle ça du café vert, à cause de la couleur, tout simplement. Mais nos voisins, par exemple en Belgique, ils appellent ça du café cru. Bon. Pour commencer, vous ne le savez pas, mais votre capsule à 30 centimes résulte toujours du mariage des deux grandes familles mondiales de café. L'Arabica très clair dans la coupelle à gauche et le Robusta plus sombre dans celle de droite. L'Arabica, c'est un café qui donne des saveurs plus développées, plus variées, plus fines également. Le Robusta, il est moins fin. Il a une amertume plus prononcée. C'est une qualité qui sera moins bonne. Il y a une différence de goût, mais surtout de prix. Le Robusta pousse dans les grandes plaines,
Prolifique, il est récolté très facilement avec des machines. L'arabica, 2 fois plus cher et moins accessible. Il pousse en montagne et cette variété fragile se récolte exclusivement à la main. C'est avec ces 2 variétés qu'ils vont composer des assemblages pour avoir un bon goût au bon prix. J'ai préparé une sélection de café pour les prochaines productions de capsules. Ça se passe dans le labo de l'usine. Sur la table, 8 sortes d'arabica et la base, le robusta du Vietnam. Alors, allons-y. C'est un assemblage subtil. Il faut conserver toujours le même goût pour ne pas dérouter le client. On dirait des œnologues, avec le bruit en plus, pour bien capter tous les arômes. Vous recrachez pour pouvoir dormir la nuit ou... Oui. Alors, si on devait tout boire, à la fin, ça serait peut-être un peu beaucoup pour la journée. Le patron a déjà une petite idée du prochain assemblage qui pourrait satisfaire les clients tout en restant rentable. Par exemple, un peu de Sidamo avec le Salvador, éventuellement également le Honduras, et pourquoi pas pour des mélanges un peu corsés avec une pointe de Vietnam. Ils ont combiné chaque variété pour arriver au bon prix. Cette fois-ci, donc, environ 30 centimes d'euros la capsule. Mais la particularité de ce marché, c'est que les prix grimpent très vite. De 30 centimes, les capsules, toujours vendues par 10, peuvent monter facilement à 80 centimes, soit 7,99 € la boîte. Mais aussi bien plus haut, jusqu'à 1,20 € l'unité. Nous sommes là, dans le 100% Arabica. Pour vendre ces capsules haut de gamme, on déploie un argumentaire calqué sur l'univers luxueux des grands vins. Réserve spéciale, édition limitée et surtout grand cru, issus de terroirs d'exception. Ces appellations sont-elles justifiées? Pas vraiment, aux yeux des puristes. Dans la région de Bordeaux, nous avons rencontré des orfèvres du café. Il n'en existe que 2 de ce calibre en France. Le dernier lot de Nicaragua. Les Bélanger père et fils sont des grossistes qui vendent du café haut de gamme aux épiceries de luxe et à des boutiques indépendantes. On y va, on est parti. Ils ne recherchent que des perles rares, comme ce café de Jamaïque, vendu en fût, et peu importe le prix. Alors ça, c'est le fameux café de Jamaïque, le Blue Mountain. C'est-à-dire on le retrouve dans le commerce à combien? Donc c'est des cafés qui, en boutique, vont être vendus entre 300 et 500 € le kilo de café. Pardon? Entre 300 et 500 € le kilo de café, sur la partie Jamaïque. C'est un café qu'on vend principalement sur les fêtes de fin d'année où les gens sont prêts à se faire plaisir et acheter un peu comme la bouteille de Pétrus. Ils achètent le café, le Pétrus du café qui est le Jamaïque. Ces indépendants qui ont 30 ans d'expérience sur ce marché s'agacent régulièrement de ce que prétendent les grandes marques. Comme par exemple avec ce grand cru vendu 1,20 € la capsule. Découvrez un grand cru immensément précieux au Gourard et exquis. Quelle est la définition du grand cru? Aujourd'hui, il n'y a aucun cahier des charges grand cru. Personne n'est capable de dire ce qu'est un grand cru et ce qui ne l'est pas. Est-ce que ça doit être quelque chose de traçable? Est-ce qu'on doit savoir d'où il provient? Est-ce qu'on doit savoir par qui il est produit? Qu'est-ce qu'un grand cru aujourd'hui? Il n'y a aucune définition du grand cru. Donc tout le monde peut l'utiliser. Et à partir du moment où tout le monde peut utiliser l'appellation grand cru, ça ne veut plus rien dire pour le consommateur. C'est tout le paradoxe de ce secteur, où on atteint un haut niveau de raffinement, mais où il n'existe aucune définition officielle. Chacun fait ce qu'il veut. Géant de l'industrie, comme petite marque indépendante aux dents longues. Certaines boutiques de quartier se sont aussi lancées dans cette course. Madame. Christophe Servel, 46 ans, est un ancien producteur dans l'audiovisuel. J'ai essayé celui-là, le Colombier. Il possède 5 points de vente dans Paris. Je vais prendre du black aussi alors. Voilà. Ça plutôt après le déjeuner, hein, ça c'est costaud. Mais surtout, il a lancé sa propre marque haut de gamme de capsules.
La capsule. Son histoire commence il y a 5 ans, un matin de janvier. Il est stupéfait par le succès de Nespresso. Confondu, c'est 15%. La première fois que je rentre dans une boutique Nespresso, c'est comme un choc. Parce que déjà, je vois, il y avait 4 files de 10 mètres. Donc 4 files de gens qui attendaient pour être servis. Et surtout, je voyais les chiffres sur la caisse où je voyais 100 €, 120 €, 80 €. Et je voyais partir avec les gens avec 2 petits sacs. Donc j'ai fait le rapport de prix au kilo. Je trouvais ça hyper chaud, donc hyper cher. Donc ça, déjà, effectivement, ça, c'était un choc. Le choc, c'est cet intérêt-là. Cela réveille en lui une fibre familiale. Il est petit-fils de torréfacteur et 18 mois plus tard, il ouvre sa première boutique. Et il vend ses précieuses capsules, sous le nom Terre de Café, qu'il adore faire goûter. Je passais devant la boutique, je me suis dit, tiens, peut-être une alternative intéressante. Donc, Vous avez bien fait d'entrer. Voilà. Est-ce que vous voulez boire un café déjà? Ah ben je veux bien goûter, oui. Il lui fait déguster son café le plus cher en capsule et donne un petit cours. Bon, là, vous êtes sur un café, c'est un Colombie Bourbon Rubis, donc c'est un café un peu puissant, mais c'est intéressant. Bourbon, c'est la variété botanique. Ah oui, d'accord. Hein, comme il y a des cépages dans le vin, dans le café, on parle de variété botanique. Il a du goût. Ouais. Il y a de l'intensité. Résultat, il achète 2 boîtes de capsules, dont une de Bourbon rouge. Vous savez combien ça fait le prix au kilo? Non, je le fais surtout à la capsule. Ça fait 70 centimes la capsule. Ça fait 140 € le kilo. Oui, quand même, oui. Bon, on va voir si c'est justifié. Alors comment afficher de tels prix, que ce soit pour une petite marque comme celle de Christophe Servel ou pour les plus grandes? Nous l'avons suivi à l'autre bout de la planète, en Colombie, le 2e pays producteur d'arabica au monde, après le Brésil. Il y achète régulièrement son Bourbon rouge au cœur de la cordillère des Andes, dans la région du Quindío. Ici, à 1500 mètres d'altitude, le café est une religion. On en consomme à tous les coins de rue. Et certains habitants font même sécher leur production personnelle à même le bitume. Christophe va visiter l'exploitation qui le fournit pour ses capsules d'exception. Son ascension va durer 1 heure. Une progression difficile, dans une zone de montagne particulièrement escarpée. De l'asphalte, puis de la terre. Il faut même traverser un torrent. Et surtout, de la jungle à perte de vue. Au bout du voyage, ces parcelles de café apparaissent, accrochées sur des pentes abruptes. Un environnement hostile qui donne tout son goût au grand cru, comme va l'expliquer à Christophe, le directeur commercial de la ferme. La jungle influe sur la météo qui change rapidement. Et plus le changement du climat est brutal, meilleur est le café. Parce que quand la plante est stressée, elle retient en elle les meilleurs nutriments. Et c'est ce qu'on retrouvera dans la tasse. Christophe jubile. Ouais, c'est génial. C'est génial parce que déjà, c'est des vrais passionnés. Il n'y a que comme ça qu'on va faire du bon café. Hein. Nous arrivons chez de petits producteurs. Allez, on va grimper. La ferme se résume à quelques baraquements colorés où dorment une vingtaine d'ouvriers. La récolte est quasi constante. En Colombie, on peut ramasser le café 8 mois par an. Ce jour-là, c'est la cueillette à la main du fameux Bourbon rouge, sur cette petite parcelle de 5 hectares. Comme un cépage de vin, il est une sous-variété très fragile de l'arabica, et en plus, les ouvriers agricoles de cette ferme font une sélection très délicate de chaque fruit. Ils ramassent que les rouges et à maturité. C'est pas toutes les rouges, tu vois. Ça, hein, il a pris vraiment que les baies mûres. Alors celle-ci, il l'a pas pris, on voit qu'elle n'est pas aussi claire. Celle-ci, on pourrait croire qu'il fallait la cueillir, il l'a pas fait, alors il doit avoir une bonne raison, il faudrait lui demander. Évidemment, ça, c'est pas mûr. Voilà. Et dans les cafés qui sont ramassés soit à la main, mais mal, soit par des machines, hop, on ramasse tout.
Et à l'intérieur du fruit, le noyau est en fait le grain de café. Donc là, on a le café, c'est le noyau qu'on consomme. Sur cette ferme de montagne, cela a son importance pour la qualité du café. Les ouvriers sont payés à la journée, quelle que soit la quantité ramassée. Ils gagnent en moyenne 300 € par mois. On va monter à l'étage. Le rendement est très faible. Et ses clients accourent du monde entier. Japon, États-Unis ou Europe. C'est exceptionnel parce que c'est les quantités. Plus on veut soigner quelque chose, je fais toujours la comparaison dans le vin. Les grands crus, il n'y en a jamais beaucoup. C'est aussi pour ça que c'est cher, c'est rare. Et plus on est sur des petites quantités, plus on arrive à soigner le travail. Ce café d'exception qu'il achète en petite quantité, Christophe peut le proposer à ses quelques milliers de clients qui fréquentent ses 5 boutiques. Mais les grandes marques, elles, quand elles vous proposent ce qu'elles appellent des grands crus, il leur faut de très grandes quantités. Elles doivent donc descendre dans la plaine, là où les récoltes sont plus abondantes. Changement de décor 30 km plus bas, à perte de vue des plantations géantes de café, avec des allées très larges qui permettent le passage des tracteurs. Ici, on compte jusqu'à 80 ouvriers. Et comme ils sont plus nombreux, ils peuvent ramasser en une seule journée autant qu'en un an dans la ferme en altitude. Ces cueilleurs sont sous les ordres d'Esteban, le contremaître au chapeau. Elle est comment la récolte, Esteban? Pour l'instant, elle est bonne. Ils travaillent bien. Ils ont un bon rendement. Enfin, je pense. La grande différence se fait à la récolte. Pour abattre de telles quantités, les cueilleurs ne peuvent pas être aussi soigneux que ceux de la montagne. Ne me laisse pas ces grains, mon pote. Tous ces grains, il faut les prendre. Au passage, des fruits à peine mûrs sont aussi ramassés. Voici le seau des ouvriers de cette ferme. Il y a beaucoup de grains verts comparés aux grains 100% rouges de notre première ferme. C'est normal qu'il y ait autant de grains verts? Oui, oui, c'est normal. À la cueillette, c'est normal. Au moment de cueillir les grains mûrs, il leur arrive évidemment de prendre des verts aussi. Car dans cette plantation, pour motiver les ouvriers, on les paye au poids. Ils font donc des horaires interminables et sont tentés d'être peu regardants. Le contrat, il est comme ça. S'ils ne le ramassent pas, ils ne gagnent rien. Ils ne font pas de pause déjeuner, car ils n'ont pas le temps. Ils peuvent travailler 9 heures par jour. Cette cueillette, un peu moins soigneuse, a forcément un impact sur les saveurs du café. Et l'étape suivante ne permet pas non plus aux grandes marques de bien maîtriser la qualité de leurs produits pour du café haut de gamme. Car toutes les récoltes de la région convergent ici, dans cette coopérative. Salut, ça va? Il vient d'où ce café? Ah ouais, d'accord, de Cundinamarca. Diego reçoit chaque jour 5000 tonnes de café dans ses sacs. On a des cafés qui viennent de plein de départements en Colombie. Antioquia, Huila, Cundinamarca et Risaralda. Dans tous ces coins, ils poussent du café. Tout est mélangé, le bon et le moins bon. Seuls les grains de café les plus abîmés resteront ici en Colombie pour être consommés sur place. Le reste est mis en sac prêt à l'export. C'est donc ce type de café qu'achèteront les grandes marques pour leurs capsules les plus chères. On exporte en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Pour tous, marques prestigieuses ou plus confidentielles, se joue ensuite un moment crucial. Retour en France, à Strasbourg.
C'est ici que Christophe Servel retrouve son fameux Bourbon rouge. Donc on fait le Colombie? Ouais. Il va le torréfier, c'est-à-dire griller le café pour faire ressortir les arômes. Abricot. Chocolat. C'est magnifique. Cacao, cacao, ouais, abricot. Cacao. Il estime que pour le faire au mieux, il ne faut griller en même temps une seule et même récolte. Son Bourbon rouge si particulier. Ça se passe dans ce four bourré d'électronique qui permet des réglages très fins. Ce que surveille Christophe, comme du lait sur le feu, c'est une courbe de température spécifique au Bourbon rouge qu'il a élaboré comme un grand chef. Là, on est quand même dans une vision, une approche super fine de la cuisson, comme dans une cuisine. Hein. On ne cuit pas pareil un cochon de lait à température froide, à basse température je veux dire, et une côte de bœuf qu'il faut saisir. Le café c'est la même chose. Pour Christophe, torréfier relève de la haute précision. Il ne faut surtout pas brûler le café et détruire ses arômes. Donc là ça y est, le café devient marron. Alors il faut avoir de l'œil, du nez, mais aussi de l'oreille. Ça craque, ça craque. Là il commence à craquer le café. Donc là, la petite poche d'eau qui est au centre commence à éclater. Donc la cuisson à cœur commence. Et là il faut vraiment le surveiller. Il a gros à jouer. Si c'est trop cuit, c'est poubelle. Ah là, faut pas se louper parce que quand tu as 15 sacs par an, 15 sacs de 60 kg, on va être bon là. Hein. Vas-y. Il a fallu 2 mois d'essai à Christophe pour trouver la torréfaction idéale du Bourbon rouge. Ça sent bon. Magnifique. Ouais, la cuisson, elle est parfaitement uniforme. Bah, la couleur, elle est uniforme, quoi. Tous les grains sont la même couleur. Rien n'est noir. C'est un petit peu cuit, mais c'est absolument pas brûlé. Alors comment s'y prennent les grandes marques pour cette étape si délicate? Nous retournons chez Méo à Lille. Une nouvelle fois, les quantités n'ont plus rien à voir. 34 000 tonnes de café sont grillées ici chaque année, dans ces grandes cuves. Chaque machine torréfie 300 kg à chaque charge. Environ 300 kg environ toutes les 12 minutes. Le processus est standardisé et les cafés des différentes exploitations, mélangés dès la Colombie, sont grillés tous ensemble. Et là on a le bailleur. Ah oui, d'accord. On va donc torréfier ensemble les assemblages, les différents arabicas, de manière à avoir le mélange le plus homogène possible. Et que tous les arômes se mêlent ensemble pour donner le résultat final. Sur la torréfaction et la qualité du grain de café, les grandes marques sont contraintes par les quantités qu'elles doivent produire. Mais la plus grande surprise de ce café en capsule, c'est que la qualité de ce fameux emballage est primordiale. Et là, toutes les cartes sont rebattues. Nous avons voulu savoir quelle capsule conserve le mieux les arômes du café moulu, qui à l'air libre perd très vite ses saveurs. Pour cela, nous avons fait un petit test dans un laboratoire indépendant qui travaille pour l'industrie agroalimentaire. Nous lui avons amené 10 capsules les plus vendues, celles du leader Nespresso, Terre de café de Christophe Servel, mais aussi celles qu'on retrouve en supermarché comme Méo. Comme référence, nous avons pris un café moulu le jour même et qui n'a pas eu le temps de perdre ses parfums. Les spécialistes commencent par un petit test olfactif. Et première surprise, toutes les capsules ne sentent pas bon. C'est lié à la torréfaction. Il y a effectivement, pour moi, 2 échantillons qui avaient une odeur vraiment pas très agréable, qui rappelait un peu le vieux tabac brûlé. Il y en a un où j'ai senti, oui, l'odeur de vieux tabac d'un cendrier, pas du tout agréable. 4 capsules ont une odeur de brûlé, ce qui signifie que la torréfaction a été trop poussée. Ce n'est pas le cas de Méo. Mais il y a aussi une analyse scientifique qui évalue cette fois-ci la fraîcheur du café moulu dans la capsule. Et là, le décompte se fait molécule d'arôme par molécule d'arôme. Et voici les résultats. La première colonne, la plus haute, c'est celle du point de repère, le café frais.
La capsule qui s'en sort le mieux, c'est celle du leader du marché, Nespresso, qui est le seul à posséder la licence de son emballage spécifique en aluminium. Il y a des types de capsules, comme par exemple cette capsule en aluminium qui est absolument étanche à l'oxygène. Donc il n'y a pas de problème d'oxydation dans ces types de capsules. Celle de Christophe Servel, en plastique comme toutes les autres, arrive deuxième. Celle de la marque Méo, en quatrième position. Tous les emballages qui laissent passer l'oxygène vont faire que le café perd assez rapidement de ses qualités aromatiques. Mais cette guerre des capsules n'est pas encore tout à fait jouée. Dans quelques mois, des concurrents de Nespresso espèrent taper fort avec des capsules qu'on nous promet totalement étanches.